Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Cette fois-ci, enfin réuni, le Big Three de l'équipe est là avec Antoine Pimel en pleine forme, au taquet, n'est-ce pas? Ouais, en pleine forme. Grosse forme, ça se sent tout de suite. Grosse forme. Shai Mamou Ouais. qui a réchappé des dernières intempéries pour revenir à la nage pour cet épisode du podcast. Shai, ça va? Mais ouais, nickel, tout va bien. Bon, bah super. Nous, la tête un peu sous l'eau, on ne vous le cache pas parce qu'on est en train de préparer le prochain numéro de Rivers en même temps que ces finales NBA qui sont aussi passionnantes qu'on pouvait s'y attendre. Du moins, on s'attendait à ce que ça soit très serré, très disputé. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On est à deux matchs, deux matchs se sont joués dans ces finales. Premier match pris par Boston, deuxième match par les Warriors. Des scénarios avec pas mal de similitudes finalement et en même temps des éléments clés qui ont été différents d'un match à l'autre. Tout bêtement, tous les deux, après ces deux premiers matchs, quelles sont les choses qui vous ont le plus surprise? Est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en termes de scénario, en termes de performance, de contre-performance? Voilà, quel est votre regard un petit peu après ces deux premiers matchs? Moi, le dernier carton du Game 1 avec Boston qui explose les Warriors, alors que j'avais dit en me trompant magnifiquement que Boston serait cramé au début de la série et après avoir bataillé contre Miami, au final, ils font un dernier carton exceptionnel. Et les Warriors sont retombés dans leur travers à ce moment-là, ceux qu'on avait évoqués avant dans les précédents podcasts, la faculté à relâcher l'attention et la concentration, là, on l'a vu de plein fouet. Donc ça m'a quand même un peu surpris parce que même avec le début du match, c'était pas parti comme ça. Et puis là, sur le deuxième match, ça a été un peu plus conforme à ce qu'on pouvait espérer. Et puis Boston avait moins la pression de devoir absolument gagner pour pas être mené de 0. Donc un peu plus conforme. Mais oui, le début, je pense que tout le monde a été, même les fans des Celtics, hein, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir cette configuration-là en tout cas. Moi, ce match-là, je l'ai vu donc en live et j'ai eu du mal à comprendre comment les Warriors l'avaient perdu. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai vu en direct, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a eu une espèce de, tu vois, des fois, tu te rends compte, tu te dis, ah, ok, tel ajustement ou tel truc défensif, même s'il y a un retard au score, ça va finir par payer. Là, c'est vraiment venu d'un coup. J'ai l'impression que les Warriors avaient le match et j'étais déjà en train d'écrire le résumé, pour être honnête, à la fin du troisième quart. Et d'un coup, la furie de 3 points, même si je pense que ça commence surtout avec Jalen Brown. Les deux paniers, la passe il y a deux paniers, il y a un step back, il y a un 3 points et après il y a une passe décisive. C'est vraiment là ce qui a lancé le run. Donc avec le recul, c'est ça c'est à ce moment-là que les Celtics, je trouve, vraiment reprennent le match. Mais sinon, sur l'ensemble des deux matchs, j'ai quand même l'impression que Golden State a plus de marge. Je les ai trouvés plus faciles en attaque, notamment. En fait, ils ratent des tirs, hein, ils ratent des lay-ups. Ils ont même raté des lay-ups dans Ils ont le raté match un 2. paquet même dans Ouais, le ils ont match raté 2. un paquet de lay-ups en première mi-temps, notamment. Mais justement, ils arrivent plus facilement à se trouver des paniers. Je me souviens que tu avais dit, Théo, il y a un moment, je crois que c'était au début des playoffs, quand Boston jouait Brooklyn, que les Celtics, malgré le fait qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, on avait l'impression parfois qu'ils ne se connaissaient pas bien sur le terrain en attaque, en tout cas en ce qui concerne l'attaque, pas forcément la défense. Et voilà, et cette impression, elle revient. On a déjà parlé du fait qu'ils n'avaient pas de meneur, enfin qu'ils ne jouent pas avec un vrai meneur en la personne de Marcus Smart. Je pense qu'il y a des moments où ça se sent, notamment quand il s'agit de gérer le tempo, dans la manière de se créer des tirs. Voilà, ils ont mis beaucoup de 3 points. Et quelque part, tu as l'impression qu'ils vont avoir besoin de mettre vraiment beaucoup de 3 points s'ils veulent gagner la finale, ce qui n'est jamais forcément bon signe. Donc moi, voilà, c'est encore très serré, il n'y a qu'un partout. La série, elle va à Boston. Ils ont déjà fait le taf en prenant un match à l'extérieur. Mais j'ai l'impression que Golden State a quand même un peu plus de marge. C'est ce qui, moi, ressort de ces deux matchs. Le truc par rapport à ce que tu dis, c'est est-ce que là, à 3 points, ils ont shooté à 50% et puis à la fin, tout rentrait dans le quatrième carton, que ce soit Horford, il en met 6, je crois. Enfin, c'était délirant. Ouais. Il en met 6, même Smart, il en a rentré pas mal. C'est plutôt, est-ce que cette adresse à 3 points là, c'est vraiment l'accident du premier match et l'histoire d'un carton, ou est-ce qu'ils sont capables de le refaire après en cumulant ça avec leur défense Je pense lockdown qu'ils comme ils sont capables de faire, c'est ça le truc. je pense qu'ils sont capables de le refaire. La question, c'est est-ce qu'ils le referont 4 fois. Ouais. Et après, oui, je pense qu'ils sont capables de le refaire. Après, à ce point, Smart, White et Horford ont cumulé 15 3 points dans le premier match, 2 dans le deuxième. Je pense que ça en dit long, ça en dit assez long de toute façon sur le changement, enfin la différence de réussite.
Et du coup, le résultat, hein, parce que ça, le deuxième, c'est un blowout. Et finalement, on aurait pu avoir 2 blowouts. On aurait pu avoir 2 fois où les Warriors gagnent le match de 20 points. Donc, oui, après, je pense que voilà, il y a de nouveau un match où Smart va remettre dedans, où Horford va mettre dedans. Même si, autre truc important, je trouve que le retour de Gary Payton a un vrai impact. Mm. Je pense que toi, Théo, tu seras ravi d'en parler, mais ouais, sur la défense extérieure, on sait que c'est un point faible de Golden State. Klay Thompson n'est pas tout à fait encore Klay Thompson. On ne sait pas s'il le redeviendra un jour. Mais du coup, Gary Payton, là, à son retour, ça fait directement du bien pour mettre la pression sur les défenses adverses, Ouais, sur l'attaque adverse. c'est intéressant tout ça. Effectivement, moi, dans le premier match, ce qui m'a étonné, comme vous, c'est je m'attendais pas. Je pensais que que Golden State avait le match en main parce que le troisième carton est énorme du côté des Warriors. Ce qui m'a le plus étonné finalement au-delà de l'écart dans ce quatrième carton qui est à sens unique complètement, c'est de voir à quel point les Warriors avaient déjoué. Ils se sont mis à jouer en cherchant uniquement des tirs à 3 points, mais en étant tous en périphérie. Il n'y avait plus de mouvement. Plus Ouais, de c'était coupe que vers du le hero panier, ball. plus du tout. C'est comme si Boston les avait, au-delà de, comme s'ils avaient été tellement sonnés qu'ils avaient un peu oublié leur manière de jouer. Moi, c'est ça vraiment qui m'avait surpris dans cette fin du premier match. Et pour en revenir à ce dont tu parlais, Antoine, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, ce qui est marrant, c'est que voilà, on se disait, bon, ça va être de manière un peu cliché, on pouvait dire bon, bah, il y a différence d'un côté une équipe qui est vraiment forte en défense, d'autre côté les Warriors qui sont forts en attaque, même s'ils sont au bout du compte les deux meilleures défenses de toute la saison. Et au bout du compte, c'est vraiment en défense que cette série va se jouer. Et dans le match 2, là, tu parlais de Gary Payton. Ce qui était vraiment intéressant, c'est les ajustements en termes de rotation du côté de Steve Kerr, qui a vraiment énormément changé sa rotation et ça a payé. Ça a payé notamment avec ce 5 défensif qu'il a, enfin plutôt orienté défensif qu'il a aligné à plusieurs reprises et qui a très bien marché, avec notamment Gary Payton, Stephen Curry, Wiggins. Otto Porter, Porter, ouais. Wiggins et Green, où tu pouvais te demander un petit peu, mais qui va pouvoir vraiment marquer avec ce 5-là, sur qui ils vont pouvoir faire reposer l'attaque. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est leur défense qui a généré de l'attaque. Il y a eu des interceptions, des ballons de relance. Ils ont des joueurs comme Gary Payton, effectivement, qui leur donnent étonnamment une autre option dans un rôle presque d'intérieur, venir poser les écrans et rouler vite au cercle, jouer les rebonds offensifs, jouer sur ses qualités athlétiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... du côté des Warriors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce deuxième match, c'était ça. Même l'utilisation de Bielitsa, on en rigolait un petit peu entre nous. Il sort du banc, tu as l'impression, il dégaine, on dirait, comme on disait, genre l'assistant coach qui vient faire le 10e à l'entraînement et qui est en jogging, qui n'a pas vraiment ses affaires, etc. Et au bout du compte, qui taffe. Moi, j'ai notamment trouvé que les fois où il s'est retrouvé en défense 1 contre 1 face à Jason Tatum, il s'en était très bien sorti. Alors, sur un temps de jeu pas énorme, mais il a eu un impact vraiment intéressant. Et l'autre aspect qui continue de m'étonner de plus en plus à mesure que je vois ces Celtics jouer, c'est l'importance cruciale qu'a Robert Williams pour cette team. Finalement, on parlait des lay-ups ratés en première mi-temps par les Warriors. Il y en a beaucoup qui sont ratés parce qu'il y a Robert Williams qui est dans la raquette, qui gêne énormément. Et finalement, ce dernier mur défensif de Boston, il est essentiel, je pense, pour l'organisation défensive des Celtics. Ouais, mais c'est comme depuis. En fait, toutes les périodes où Robert Williams n'a pas été là, j'ai trouvé que c'était celles où Boston était le moins. Et je parle depuis le début des playoffs et même un peu avant, en fait, la fameuse période où il s'est blessé. Et là, je suis complètement d'accord. Il est toujours dans ce registre d'énergie qui avant pouvait passer pour quelque chose de désordonné. Tu vois, on a l'impression que c'était un peu. Il y a des joueurs par le passé qui étaient un peu identifiés comme ça, des mecs qui couraient de façon erratique, qui sautaient partout. Et là, il maîtrise beaucoup mieux ça, et des deux côtés du terrain d'ailleurs, parce qu'il ne rate pas beaucoup quand il est servi devant. Et il est complètement crucial, je pense, pour le reste de la série aussi. Hein. Si le défi physique qui peut aussi, et d'énergie qui peut leur imposer, l'intensité, ça peut que passer par là, en fait. Surtout que les Warriors, ils ont aussi Kevon Looney qui fait du bien. Donc, en fait, il y a un vrai duel. C'est vraiment Ouais. pas celui qu'on attendait, mais il y C'est a un vrai duel sur le le poste de même des deux pivot. Spider-Man qui se montent du doigt comme ça. Ouais, c'est ça. Et Kevon Looney, il fait beaucoup de bien. Sinon, je réagis juste sur le 5 défensif. Il y a un truc intéressant, c'est que tu as donné le 5 défensif et tu as dit donc, Stephen Curry en fait partie. Et je pense qu'il est vraiment temps que tout le monde accepte le fait que Stephen Curry est un two-way player, en fait. Et il défend vraiment, vraiment, vraiment bien sur ces finales, notamment physiquement. Voilà, il y a Steve Kerr et il y a Draymond Green qui ont beaucoup souligné la différence physique de Curry au niveau des épaules. Il est plus puissant, il est toujours aussi mobile, il est beaucoup plus à même de résister aux chocs, aux écrans.
Et ça fait le boulot en défense, mine de rien. Là, on est vraiment. Il y a cette impression qu'il n'y a plus besoin de le planquer. Avant, il y avait un peu Ouais, l'idée de le planquer autant que possible. Là, c'est plus du tout un handicap, en fait. Parce qu'il a toujours eu, mine de rien, il faisait les efforts minimum. De toute façon, Curry, il ne se faisait pas non plus. Tu ne voyais pas de compilation comme avec Harden, où Harden, il s'endormait. Tu ne voyais pas ça avec Curry. Mais clairement, notamment au niveau physique, tu voyais que parfois, c'était compliqué. Et là, je suis d'accord. Ça change beaucoup. Il est vraiment, il est complètement intégré dans l'idée de défense qu'il propose. En fait, ce qui est intéressant, c'est que même quand il se retrouve avec un match-up qui pourrait être défavorable pour lui défensivement, on sent que les Warriors sont plus en mode panique, à se dire il faut absolument qu'on envoie une prise à deux pour pouvoir entrer dans nos rotations. Il y a ce côté où ils attendent de voir un petit peu si comment ça va se Stephen Curry passer, ouais. peut gérer le début de la possession avant de faire venir éventuellement une aide ou une prise à deux ou autre. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour les Warriors, surtout, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, une équipe des Celtics avec finalement du playmaking qui repose sur différents joueurs à différents moments du match ou même d'une même possession. Et en même temps, pas non plus forcément un mec qui a vraiment cette expertise. Voilà, il n'y a pas je sais pas, un Kyle Lowry, un Jimmy Butler, un Chris Paul. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs situations où, par exemple, les Warriors ont volé des ballons. Je pense à des situations où Jason Tatum commence à monter sur son appui en se disant bon, bah, je vais pouvoir lâcher cette balle-là. Et c'est au dernier moment vraiment que Otto Porter ou un autre va venir faire la rotation, se mettre sur la ligne de passe, voler le ballon, partir. Et ça ne peut fonctionner que si effectivement tu peux faire confiance suffisamment longtemps à tes défenseurs pour tenir au moins le premier choc, le premier mouvement offensif de l'adversaire. Même chose pour, je ne vais pas faire tout un speech sur Bielitsa. On est d'accord que c'est clairement pas nouveau Kawhi Leonard, mais en fait c'était intéressant parce que les moments où il s'est retrouvé face à Jason Tatum, je me suis dit bon bah c'est mort, où les Warriors vont être obligés d'envoyer une aide tout de suite. Et en fait, pas du tout, quoi. Et c'est vraiment, il a su se servir de son corps, voir s'il pouvait le contenir suffisamment. Et la plupart du temps, ils n'ont même pas été obligés d'envoyer une aide supplémentaire. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera le cas à tous les matchs, que Jason Tatum peut être stoppé par Bielitsa, mais ça, voilà, c'est la force des Warriors. Finalement, on en parle souvent, leur intelligence collective, leur intelligence défensive, le fait que les joueurs qui rentrent sur le terrain savent ce qu'ils ont à faire. Et là, c'est vraiment ce qui était marquant, je trouve, dans ce match-là, défensivement, en tout cas, du côté des Warriors, avec ces joueurs de rotation. Encore une fois, Otto Porter, c'est fou. Jamais j'aurais cru que j'aimerais autant ce joueur du temps de son début de carrière. Mais là, dans ce rôle-là, je trouve, fait pas de mauvais choix. Il est là en défense au rebond. Et puis offensivement, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un mec qui était par le passé, qui a été considéré comme une potentielle deuxième, troisième option d'une équipe forte. Donc, c'est quand même quelqu'un qui peut te sanctionner. Tu peux pas Il met des tirs. l'ignorer et faire comme si c'était, je sais pas, un boulet en attaque. Tu peux pas te permettre ce luxe-là, quoi. Ah, tu peux pas le laisser seul. Et malheureusement, quand tu as Jordan Poole, Klay Thompson, Stephen Curry, il y a un moment où ces joueurs-là, ils sont seuls. Je trouve que la différence de profondeur, elle s'est aussi fait sentir sur ces matchs-là. Même si au final, il y a un partout, tu sens qu'il y a de la ressource à Golden State quand même. Wiggins c'est dans un rôle de l'ombre, mais il est tellement bon et que tu te dis que voilà, tu as un joueur aussi talentueux qui est là dans ton rôle de l'ombre. J'ai l'impression qu'à Boston, ça tourne plus sur 7-8 gars. Tu veux dire que l'entrée de Nick Stauskas t'a pas convaincu de la profondeur de bande? Parce que Nick Stauskas qui joue en finale, il a marqué en plus, je crois, qui met un panier en finale NBA, c'était quand même une belle Vous com. allez me prendre pour Mais un fou, mais j'ai même pas fait gaffe. c'est pour ça qu'il y avait Vivek Ranadiv dans le public, en fait. Il était venu Ah, voir ce Il est là match-là pour pour voir célébrer. jouer Nick T'es venu voir Stauskas. Tout s'explique. t'es venu voir son poulain. Non, Ouais, mais non, on est. Mais oui, c'est vrai tout ce que tu dis, Antoine, là, sur les rotations. Et notamment, par exemple, je donne un exemple par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Là, il y a un moment où 2 fois de suite, les Warriors jouent un pick and roll avec Stephen Curry qui a le ballon. 2 fois de suite, tu as Tice qui monte pas au niveau de l'écran, qui reste un pas et demi derrière, derrière le porteur. 2 fois dedans pour Stephen Curry. Ce genre d'erreur, c'est pas des erreurs enfin, sur ce match-là, en tout cas, c'est des erreurs que les Warriors, eux, n'ont pas commis sur justement ces adaptations défensives. Alors, je pense que c'est une erreur dans le cas précis de Thaïs au match 2, mais je vois notamment, il y en a un à droite, Ouais, absolument. à 8-9 mètres que Curry prend, mais ils ont tenté, et ça va me permettre de parler de Curry en attaque. Je trouve qu'il est déterminé comme pour des matchs des finales, je l'ai rarement vu aussi concentré, tu sens qu'il est vraiment dedans, et en même temps, il est à l'aise comme quand il joue en saison régulière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le paradoxe.
il y a un espèce de truc, il a cette légèreté habituelle tout en ayant cette concentration. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Et pourtant, il a toujours été fort ou presque en finale NBA. Mais j'ai l'impression que vraiment, il dégage quelque chose. Même dans sa prise de décision, il force rien. Sur le match 2, il laisse vachement le jeu venir à lui. Alors qu'au début, voilà. Et au final, on lui a promis, enfin, il lui a été promis l'enfer avec la défense de Boston. Pour l'instant, ça va. Ils ne savent, ils n'ont, mais c'est pire que ça va, c'est qu'en fait, c'est eux qui sont obligés de s'ajuster à lui et pas l'inverse, en fait. Et ils ont tout essayé, et c'est pour ça, là, maintenant, je viens sur Tace et sur le drop, donc la défense en drop. Ils ont tenté ça aussi au match 1. Il y a des moments où Robert Williams, et je pense que c'était, vu le nombre de fois où il l'a fait, je pense que c'était pas qu'une erreur, il y a des moments où ils ont juste tenté de défendre en drop sur Stephen Curry. Ils ont tenté de trap, ça n'a pas marché. Ils ont tenté de switch, ça n'a pas marché. Ils ont tenté de drop, ça ne marche pas. Marcus Smart, le meilleur défenseur de la saison, sur lui, ça ne marche pas. À un moment, et Curry, il fait 2 bons matchs, mais il n'est même pas sur une adresse diabolique. Là, je pense que les deux, il est en dessous de 50%. Non, non, il est Ou le justement deux... ce que j'allais dire. Sur le premier, il a 50%. Non, il est à 12 sur 25. Alors, je Ah pinaille, oui, mais oui, il il est pas loin de n'est 50. pas à T'as 50%. raison, Ouais. t'as raison. Il n'est pas à 50 et même à 3 points, il commence très fort, mais ensuite, tu vois, donc il Ouais. n'est même pas sur des énormes matchs où vraiment Curry a fait, je sais pas, du 13 sur 18, tu vois. Donc il y a encore potentiellement ça qui peut arriver derrière. Et ils arrivent, pour l'instant, ils n'ont pas de solution. J'ai l'impression que c'est les Celtics qui vont vachement devoir s'ajuster à son jeu et pas l'inverse. Il Et perd pas rien que ça, trop. c'est une grosse victoire. Il perd pas trop de ballons non plus, ça faut le souligner. C'est quand même. Tu fais deux pertes de balles, deux pertes de balles, c'est important aussi. Ouais, ce qui est Ouais, intéressant aussi, c'est de voir que les Warriors, que tu parlais de Stephen Curry en attaque, ont changé aussi leur jeu offensif. Là, sur les 2 beaucoup derniers de matchs, pick and ils ont joué roll. énormément de pick and roll. Énormément de pick and roll. Exactement. Et sur l'animation du jeu de Stephen Curry, si tu rajoutes tous les lay-ups ratés par les Warriors dans ce deuxième match en première mi-temps, là, il y a un tas d'occasions où c'est vraiment Curry qui lâche le ballon. Et même parfois, certains joueurs, tu sens qu'ils sont surpris de recevoir le ballon à ce moment-là, presque sous le cercle, qui se précipite un petit peu, qui rate le tir, qui rate la finition. Je pense qu'effectivement, en termes de création, là, ce qui est intéressant, c'est que ça met plus. En fait, quand il joue sur du pick and roll, je pense que au regard du public, ça met mieux en valeur les qualités de créateur de Stephen Curry, qui est un peu une exception dans le sens où la plupart du temps, en fait, il crée sans même toucher la balle. Il suffit qu'il se déplace sur le terrain pour créer des espaces, fixer la défense, même sans avoir besoin de toucher la balle. Limite, c'est comme si tu devais lui redonner 50% de commission sur ta passe décisive parce qu'elle n'aurait pas été possible si lui, il n'avait pas bougé, il n'avait pas fait une coupe transversale ou ce genre de choses, quoi. Ah, mais il est vraiment à un niveau. Et quelque part, il joue beaucoup de pick and roll. Klay Thompson et Jordan Poole ne sont pas complètement rentrés dedans. Quand eux deux vont commencer, alors Jordan Poole s'est peut-être mis en confiance sur le dernier match. Si eux deux commencent à se libérer, je vois vraiment ça comme un effet boule de neige, si tu veux. À un moment où tu vas plus, enfin, tu ne sais même plus comment tu vas pouvoir défendre. C'est un peu ce qu'on disait à une époque, c'est que dès que Poole, enfin, si les trois ils sont chauds, bah, tu peux rien faire en fait. En sachant que Steph, il a sans doute un match. Là, il a fait 29 et 25. Il a complètement en lui un match à 40 points où il marche sur l'eau. Enfin, c'est pas du tout impossible qu'il en ressorte un. Là, il n'est pas, je veux dire, il est pas en sur-régime. Il n'est pas excessivement fatigué. Ils n'ont même pas eu besoin qu'il en mette plus parce qu'il est sorti Voilà. assez tôt dans le match, au bout du compte, une fois que c'était plié. Voilà, mais il peut s'avérer qu'ils aient besoin à un moment, si la défense de Boston est vraiment chaude que ses coéquipiers sont pas à droit, ça peut arriver. Clay et Poole n'ont pas été encore parfaits. Je le vois bien, il a aussi ça dans son arsenal, il est capable de se mettre en surchauffe et c'est plutôt rassurant pour Golden State aussi. Ouais, mais c'est intéressant que tu parles de Clay et de Poole, effectivement, parce que bon, sur le deuxième match, là, Clay a arrosé quand même copieusement. J'étais étonné de le voir rater autant de tirs. Alors certains, il y a un moment où tu sentais aussi qu'il voulait absolument tirer pour marquer, pour se remettre en Oui, confiance. pour se Donc il remettre était en un peu en confiance. sur-régime en attaque, avec toujours, l'impression visuelle moi, que ça me donnait, c'est qu'il n'y avait pas assez de jambes. En fait, il tirait presque des trajectoires très plates. Tu sentais qu'il manquait un peu d'élévation sur son tir. Mais malgré tout, c'était grosso modo des tirs dont il est complètement capable. Donc, effectivement, je pense que je ne m'inquiète pas pour Klay Thompson. Pour Jordan Poole, c'est un peu différent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match-là, c'est que finalement, il a peu joué en première mi-temps, moins que par le passé, finalement, même si au bout du compte, son temps de jeu est resté conséquent. Et que l'écart, finalement, il a été créé. Il a Ouais, commencé à être créé voilà. par la défense des Warriors et qu'il est rentré. C'est dans un deuxième temps, il a permis de
conserver l'écart ou de le faire grandir. Mais c'est pas grâce à ses performances offensives que Golden State a fait la différence, en fait. Payton a pris ses minutes, en fait. Payton a pris ses minutes en première mi-temps et je pense que c'était un très bon move de la part de Steve Kerr. Ce qui est intéressant avec Jordan Poole, c'est de savoir si c'est sa deuxième mi-temps un peu où il prend feu. Est-ce que ça, il va surfer dessus? Parce que s'il surfe dessus, enfin, c'est tout bénef, quoi. C'est le genre de joueur ça faisait quelques matchs qu'il était froid. Je pense qu'il avait besoin de se relancer, de se remettre en confiance. Et peut-être que justement, il se relance au moment où les Warriors sont déjà à plus 15 ou plus 17. Et lui, il enfonce le clou, mais bon, il y a moins de pression. Donc peut-être que c'était mieux effectivement de le mettre dans des minutes où l'écart a déjà été créé par quelqu'un d'autre, ou en tout cas par un autre système. Et pour Klay Thompson, il a beaucoup raté par contre. Pareil, c'est lui qui allume la mèche en fait. Quand dans le troisième quart-temps, le tout premier run, il met un 3, Curry en met un autre derrière, et ensuite il met un petit drive, et c'est là où ça part. Et à partir de là, ça explose. Mais c'est vraiment son panier, ça a chauffé le public parce qu'il courait après, ça a chauffé les autres. Donc de toute façon, même s'il rate beaucoup, il peut te mettre le petit tir de toute façon qui va faire la différence. Et bon, typiquement, c'est pareil, c'est un joueur qui a besoin. Klay Thompson, c'est un joueur de série aussi un petit peu. Il a ce petit côté streaky shooter. Et là maintenant, bon, je pense que ce petit run lui a fait du bien. Il va arriver dans un autre état d'esprit au match 3. Ouais, d'autant que défensivement, même si c'est pas encore le Klay Thompson qu'on a connu, il te pénalise pas défensivement. En fait, c'est plus la valeur ajoutée, du moins pour l'instant, qu'il était par le passé. Mais j'ai en tête des situations, voilà, où il défend le post-up, même une où il défend face à Al Horford et il arrive à le contenir à Horford. C'est là, je pense, toute la marge de progression aussi nécessaire pour Jordan Poole. Le problème, c'est que pour le coup, défensivement, c'est clairement le point le plus faible de toute la défense des Warriors quand il est sur le terrain. Donc là, il faut. Je pense que c'est un petit peu aussi ce qui peut faire la différence entre un starter vraiment qui peut être starter en finale NBA, jouer toutes les minutes les plus importantes du match et le rôle dans lequel il est, où il est déjà quelque part certainement en avance sur la progression que les Warriors pouvaient espérer qu'il aurait, où offensivement, c'est un pétard ambulant. Mais défensivement, tant qu'il ne pourra pas tenir un peu plus le choc, s'il ne met pas dedans en attaque, ça peut vite handicaper ton équipe. Ça va venir avec le temps. Enfin, défensivement, ça va venir avec le temps. Je ne peux pas imaginer qu'avec. S'il continue de jouer 2-3 ans avec Draymond Green, par exemple, dont on n'a pas encore parlé, mais ça méritera qu'on en discute aussi, avec des mecs comme ça autour, la culture qui est dans cette équipe, voilà, ça peut devenir un satané joueur s'il devient juste correct défensivement et qu'en plus, il n'est pas juste streaky shooter. Parce que cette saison, il a fait des grosses séries au scoring. Hein. Les moments où les autres n'étaient pas là, je ne sais plus, il faudrait regarder, mais les matchs à 30 points qu'il a mis, c'était quand même solide. Donc, pareil, je ne suis pas inquiet. C'est le gars d'Antoine depuis le début de la saison, il nous a prévenu que ça Ouais, j'espère qu'il ne va pas devenir un Lou Williams ou un Jordan Clarkson. Non, no offense, mais oui, j'espère que justement, comme tu dis, il va réussir à passer ce cap, quoi. Je ne pense pas. Là, maintenant, en étant. Voilà, c'est là où la culture de l'équipe fait beaucoup de choses aussi. S'il continue d'être entouré de ces gars-là, ça peut pas déconner, à mon avis. Et tu voulais parler de Draymond Green. Ouais. Parlons-en. Avant de parler même de son impact sur le terrain, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans ce match 2, c'est que je l'ai trouvé incroyablement tendu dès le début, en fait. Dès le début, à tel point il aurait très bien pu se faire expulser du match. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'était que, alors on connaît son côté grande gueule, un peu je m'en foutisse quelque part, mais là, ce qui était intéressant, là, quand les arbitres sont allés revoir les images pour savoir s'il fallait ou non lui mettre une deuxième faute technique après l'embrouille avec Jalen Brown, sur son visage, on pouvait lire la crispation. Le fait de se rendre compte qu'il était peut-être sur le point de se faire expulser d'un match. J'étais étonné de le voir aussi tendu sur ce match-là. Je pense qu'il a pris la défaite du Game 1 un peu pour lui quand j'ai entendu parler après le match, que ce soit devant les médias ou un peu de son côté. J'ai eu l'impression qu'il s'est dit c'est moi le général de la défense et c'est la défense qui a merdé. On a pris une tornade dans le dernier quart-temps. J'y suis forcément pour quelque chose. Et je pense que c'est ça qui l'a tendu. Et après, ça a quand même pas mal fait débat, le coup de la deuxième technique ou non, après l'altercation avec Jalen Brown. Et j'étais un peu partagé sur le coup parce que quand tu le vois en théorie et surtout avec ce à quoi nous ont habitués les arbitres en NBA, tu te dis, là, c'est un cas classique où le mec il prend sa deuxième technique et c'est fini, quoi. Et au final, CJ McCollum hier disait un truc intéressant.
il disait, là, enfin, ça fait plaisir que les arbitres fassent un peu preuve de pédagogie et fassent pas bêtement de l'application de règles. Alors forcément, tu es fan de Boston, tu vois en plus l'influence qu'il a pendant tout le match, que ce soit auprès des arbitres ou la façon dont il défend, qui est toujours borderline. Tu te dis, bah là, il aurait dû, t'aurais aimé que le règlement soit appliqué à la lettre. Mais d'un côté, en tant qu'observateur neutre, tu te dis, bah, alors, c'était pas un match c'était pas ultra violent ou quoi que ce soit. C'est bien qu'ils aient laissé retomber la tension et après, ça s'est correctement passé. Donc, il n'y avait pas d'escalade en plus. Il n'y avait pas d'escalade. Mais bon, je peux comprendre les fans de Boston. Je pense qu'ils vont finir par le détester parce que tout le match, il a joué vraiment très très limite dans sa façon de traquer les adversaires et sur le coup de la faute technique, je pense qu'ils auraient aimé qu'il soit expulsé. Hein. Ouais, c'est très compliqué parce que d'un côté, je suis content que les meilleurs joueurs restent sur le terrain. D'un autre côté, si tu regardes dans 99% des cas et des matchs, ils seraient fait expulser. Moi, ce qui me gêne toujours avec ces fautes techniques en NBA, c'est que je trouve qu'il y a… En fait, moi, je suis pour que les joueurs qui vont râler de manière trop agressive auprès de l'arbitre se prennent des techniques systématiquement. Et si c'est la deuxième, c'est la deuxième et tu sors. Par contre, je pense je serais pour qu'on enlève toutes ces fautes techniques qui sont à 2 balles. T'as jeté un regard après un dunk, tu te prends une faute technique. T'as dit un mot à l'adversaire, tu prends une faute technique. Ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Donc, effectivement, l'altercation minime avec Brand, pour moi, il y a pas… C'est rien du tout, quoi. Personne ne veut se battre, personne veut partir sans mettre une. Laissons-les jouer, quoi. Laissons-les jouer. Ça, je suis pour que… Je pense que c'est une bonne chose et que ça devrait être comme ça tout le temps, en fait. Mais par contre, il y a tout un tas de comportements où je me dis, mais limite, j'ai envie de dire aux arbitres, mais mettez-leur une technique, quoi. Que ça soit Draymond après une action, quand il se retourne et il hurle sur l'arbitre, ou un mec comme Grant Williams, j'ai envie de lui dire, mais mon gars, mais attends, est-ce que tu sais qui tu es, quoi? Grant Williams, arrête de parler à l'arbitre pour lui dire, tu connais pas ton job, quoi. Il va te répondre, je m'appelle Batman, hein, avec… Voilà, c'est ça. Il faut qu'il le fasse avec la voix, alors, avec la voix de Batman, pas avec la scène. Non, mais le truc qui a posé problème, le truc qui a fait parler aussi, c'est que derrière Draymond et le gars, le consultant de ESPN ou TNT, je ne sais plus qui diffusait, Steve Javi, là, qui fait le commissionnaire, qui fait le consultant, il dit, bah oui, maintenant, en gros, les arbitres prennent en compte, en gros, de quel joueur a fait la faute, à quel moment, et Draymond derrière qui dit, bah ouais, j'ai un peu gagné le droit d'avoir des passes droits, quoi. Mais ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais je pense que ça a été ça aussi. Je pense que Draymond, je ne sais pas si Draymond l'a complètement bien interprété parce que, notamment quand il revoyait l'action, donc là, sur le coup, pendant le live, l'explication, c'était aussi, quelque part, tu es obligé de prendre en compte le contexte, donc pas forcément la personne elle-même, mais le fait qu'il a déjà une technique et que si tu mets une double technique, tu vas expulser un joueur, et donc un des meilleurs joueurs, et donc tu influes quelque part aussi un peu sur le résultat. J.J. Redick notamment disait ça, que voilà, que c'est pas le boulot des arbitres. Alors oui, il y a un règlement à faire appliquer, ça c'est sûr, mais je veux dire, quand tu fais des démarches administratives ou n'importe quel truc dans ta vie, t'as pas envie que les gens appliquent juste bêtement la règle, tu vois, t'as envie que le contexte soit pris en compte. Et là, je pense que le contexte était important de prendre en compte. Il n'y a pas d'escalade. Si Draymond avait fait exactement comme tu as dit, s'il était juste venu voir l'arbitre pour la 50e fois en 20 minutes, pour encore une fois lui gueuler dessus, après un truc où 90% du temps, c'est lui qui est en tort, si les matchs devaient durer 6 heures, on lui montrait tous les replays, 90% du temps, il se trompe. Donc, si c'était juste ça, là, ça aurait été ça, sa deuxième technique, ça aurait pu être perçu comme dur, mais quelque part, je suis d'accord avec toi, Théo. À un moment, les mecs, c'est très fatigant, cette pression permanente sur les arbitres, les Doncic, les Chris Paul, c'est agaçant au possible. Après, voilà, les embrouilles, je crois qu'on n'imagine même pas l'intensité qu'il y a durant ces matchs. Je crois qu'on n'imagine même pas la nervosité, l'adrénaline. Je pense que Jaylen Brown et Draymond Green, ils n'ont aucun problème l'un envers l'autre. Et au final, il n'y a pas eu d'escalade. Donc, la double technique… Ouais. Il faut juste qu'il y ait faut juste que ce soit que tous les arbitres arbitrent pareil en fait. Le problème c'est que faut regarder le prochain match, mais dans un contexte différent. Boston, la salle est très très bruyante et tout. S'il y a la même situation qui se reproduit et que c'est sifflé différemment, là on va être encore un peu perdu. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Tout au long de la saison, on le voit tout le temps. Même si maintenant il y a les arbitres reviennent parfois sur leurs erreurs après coup en disant
dans les 2 dernières minutes, il y a ça qui n'a pas été bon et tout ça. Ils C'est reviennent. plus la NBA que les arbitres. Oui, les arbitres, ouais, voilà. C'est très bizarre ce truc. Les arbitres sont interviewés sur leurs erreurs après les matchs. Vous voyez, à chaque fois, ils doivent justifier pourquoi ils ont pris telle décision qui a été comment dire, qualifiée de clé dans la fin d'un match. Ils sont souvent obligés de s'expliquer. Là, moi, j'attends juste de voir parce que ces situations-là vont se représenter. Draymond, il ne va pas se mettre à arrêter de chercher des poux aux autres mecs et tout ça. Donc, j'ai juste envie de voir que ce soit sifflé pareil à chaque fois. Moi, sinon, je propose une règle toute simple, c'est que les fautes techniques comptent comme des fautes personnelles, comme dans le basket FIBA. Et déjà, tu verras qu'il y aura moins de joueurs qui prendront des fautes techniques à 2 balles juste pour mettre un coup de pression sur les arbitres. C'est tout simple à mettre en place. Franchement, je ne comprends même pas que la NBA n'ait pas mis cette chose-là en place depuis des années. Ça serait bien plus simple. Parce qu'ils savent que les mecs, ils vont sauter, qu'il y aura des expulsions toutes les... Oui, ça fera ça pendant 2 mois. Pendant 2 mois, comme au début de la saison, quand ils ont dit qu'ils changeaient un petit peu la règle sur la manière de provoquer les fautes, ça a handicapé James Harden, Trae Young. Finalement, Trae Young, il a trouvé le moyen de retourner sur la ligne des lancers francs plus tard. Hein, c'est sûr. James Harden, par contre. Oui, mais ça, c'était pour d'autres raisons extra-sportives. En tout cas, Draymond Green, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention en jouant avec la limite parce qu'il a un rôle sur cette série qui est énorme. Et pour le coup, sur le Game 2, ça ne se voit pas dans le box score, mais il a un impact énorme sur le résultat. Horford, d'un coup, il faisait plus de 36, mais 56 ans, quoi. Il n'avait plus les espaces du match 1 pour tirer. Hein. Il a éteint complètement. Et des 2 côtés du parquet, en plus. Même en attaque. Par contre, c'est fou parce qu'il a réussi à être bon au scoring selon ses standards pendant des mois. Et là, c'est catastrophique. Je ne sais pas si... Mais quand il tire à 3 points... Il avait dit qu'il serait à 40%. Il a dit je serai à 40% en playoff à 3 points, il avait dit. Anno, franchement, j'ai presque envie de flamber, de dire, mais je veux bien prendre le tir à sa place. Là. Il a plus de chances que je le mette. Et pourtant, je ne suis pas un grand joueur, hein, mais c'est horrible. C'est même plus un sac à dos là, qu'il porte. C'est les sacs de randonnée, là, avec une valise au-dessus. C'est ignoble, affreux. Mais bon, à Barça, il fait vraiment le boulot. Ouais, non, c'est clair. Mais même au lancer franc, je veux dire, au début, Stephen Curry rate un lancer franc. Draymond, il en rate 2 ou 3, je pense, sur les premiers passages où il va sur la ligne. C'est c'est des choses qui auraient vraiment pu coûter cher au bout du compte. Ouais, clairement. Malgré tout, du côté de Boston, je pense qu'il y a quand même, des choses positives. Ils ont finalement déjà réussi leur pari, entre guillemets. Parce que tu sais, quand on n'a pas l'avantage du terrain, le premier objectif, c'est d'aller prendre au moins un match chez l'adversaire. Donc là, ils reviennent à Boston en ayant récupéré, malgré tout, l'avantage du terrain. Effectivement, premier match, ils peuvent se dire, Jaylen Brown incroyable, Jason Tatum la tête en dedans, même si il lâche un sacré nombre de passes décisives. Deuxième match, Jason Tatum mieux, mais pour le coup, Jaylen Brown vraiment dedans en attaque. Notamment, on a vu les ajustements défensifs avec Draymond qui défendait un peu plus sur lui que dans le match 1. Toujours essayer de le forcer à dribbler et vite essayer de venir le gêner au niveau de sa tenue de balle pour poser les soucis. J'ai le sentiment quand même qu'une des clés, comme on en parlait tout à l'heure, ça risque d'être l'état de santé de Robert Williams pour Boston. Je ne sais pas, on l'a vu sortir, il a peu joué dans ce match-là. Marcus Smart qui lui tombe sur le genou. Ça va être très compliqué si jamais il ne retrouve pas un minimum de mobilité défensive. J'ai peur que ce soit vraiment compliqué pour Boston. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Oui, clairement. C'est sur leur santé globale, en fait, c'est toujours le souci qu'on évoquait. Est-ce que au-delà d'un match, parce que voilà, là, le premier match avec ce carton incroyable, où là, ils ont tous oublié qu'ils avaient mal, Smart, Williams, tout ça, ils ont tous oublié qu'ils avaient des pépins physiques. Mais après, voilà, sur l'ensemble d'une série, et même avec les jours de repos, les soins, tout ça, on sait que les mecs sont pas à 100%. Donc même avec l'adrénaline, et voilà, Williams, c'est fluctuant depuis le début des playoffs. Il y a des moments où tu te dis, regarde, là, il a dû jouer 25 minutes, je crois, 25 minutes sur le premier match, et même pas un quart d'heure sur le... C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, et après, comme disait Antoine tout à l'heure, au niveau du banc, ils n'ont pas vraiment de mec qui peut jouer dans ce registre-là et compenser même les 15 minutes. Il ne peut pas suivre, en fait. Tace, il ne peut pas suivre. Ils sont beaucoup plus exposés défensivement s'il n'y a pas Robert Williams.
Donc là, Parce que même si Horford défend bien, c'est pas pareil, c'est pas le même rôle, quoi. le fait qu'il y ait des jours de repos, ça peut laisser un peu d'espoir, mais ça va être comment dire, ça va être ponctuel, un regain de forme ponctuel. Je ne le vois pas revenir à 100%. Donc il va se donner, il va faire des 3-4 comptes par-ci par-là, il va mettre les ballons qu'il aura en attaque, il fera du quasi 100% à chaque fois, on le sait. Mais c'est pareil, c'est sur le long run. C'est comme pour tous les paramètres de ces finales, en fait. On sait que ponctuellement, les Celtics, ils vont pouvoir faire des trucs de fou, que ce soit sur un carton, sur un match. J'ai toujours cette impression-là qu'ils peuvent être la meilleure version d'eux-mêmes en défense ou en attaque ponctuellement. Mais sur le long terme, j'ai l'impression que les Warriors ont, comme tu disais aussi, Antoine, une marge importante encore. En fait, pour cette histoire de marge, il y a un truc, c'est que je me dis que si les Celtics font tout parfait et que les Warriors font tout parfait, ça passe pour les Warriors, tu vois. Ils n'ont rien besoin de faire en plus. Alors, bien sûr, ça se passe jamais comme ça. Il n'y a aucune équipe qui fait tout le temps tout parfait. Mais je veux dire, les Warriors, avec juste de la rigueur et vivre selon leur potentiel et ceux de leurs attaquants, en fait, ça suffit pour gagner. Alors que j'ai l'impression que les Celtics, ils vont devoir trouver un ajustement, une solution, tu vois, quelque chose qui fait vraiment la différence. Ils ne peuvent pas se contenter de juste réciter leur jeu parfaitement, de défendre parfaitement. Il faudrait plus que ça. Notamment, enfin, je sais qu'on a beaucoup parlé de défense, mais moi, je me demande comment les Celtics ils vont mettre des points. Tu vois, un peu, tu vois, le questionnement qu'on se posait pour Miami sur certaines séries, même si ça s'est joué de peu. Bah là, j'ai l'impression que la question, elle se pose presque pour Boston, en fait. Où ils vont aller chercher leurs points au-delà de. Il y a l'adresse à 3 points, oui, il faut qu'ils aient vraiment beaucoup de réussite. Pour l'instant, en plus, le pire, c'est que le deuxième, ils en mettent des 3 points. Alors, ils en mettent pas autant, mais l'adresse n'était pas dégueulasse, si je dis pas de conneries. En tout cas, à 3 points. À 2 points, c'était plus compliqué. Ils sont à 40% à 3 points. Oui, c'est ça. Je crois qu'à 2 points, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal, de toute façon, à aller chercher des drives et des paniers faciles. Mais ils ont mis des 3 points. Donc, et au-delà de ça, comment. Voilà, faut falloir vraiment que Jason Tatum et Jalen Brown soient en même temps pleine puissance. Et voilà, et Tatum, ils ont des sacrés clients en face. Wiggins, je crois que je le répéterai jamais assez, incroyable. Je crois que c'est le revirement de situation le plus inattendu de ces 10 ou 15 dernières années. Je Bon, crois les que gens sont pas avec nous à la c'est. rédaction, mais à un moment, c'était un petit peu ta bête noire au sein de la rédaction, quand même, Wiggins. Ouais, mais Mais c'est pour je le montrer à quel déteste. point Je il y le a eu un déteste. retournement de. Voilà, Non, c'est ça. mais c'est ça. Ben, je l'ai rencontré personnellement, Wiggins. Après, j'ai rien contre lui personnellement, mais moi, je l'ai rencontré. J'ai vu son attitude et même pas. Je parle pas de son attitude avec moi. Hein, je parle de son attitude avec des jeunes ou etc. Donc, je suis forcément un peu influencé. Ou même par son. Moi, je l'ai vu. Enfin, on l'a vu jouer sur le terrain. Je pense même les supporters des Wolves eux-mêmes pétaient des fois des plombs sur Wiggins. Mais c'est vrai que depuis qu'il est à Golden State, il y a un espèce de changement. Il est tellement l'inverse de ce qu'il était. C'est devenu le mec le plus dur sur le terrain. C'est le mec le plus dur avec Kevin Looney sur le terrain. Tu imagines à quel point c'était impensable. Je pense n'importe quel mec qui suivait le basket et qui regardait un peu jouer Andrew Wiggins, il y a 4 ans, jamais il se serait dit, oh ouais, non, mais attends, on va faire une finale NBA et le mec qui va jouer le plus dur sur le terrain, ça va être Andrew Wiggins. Le mec qui va aller prendre les rebonds, qui va jeter, qui va défendre comme un dingue sur tous les matchs sans s'arrêter pendant 1 minute, ça va être Andrew Wiggins. Qu'il soit capable de le faire sur un match, on l'a déjà vu, notamment offensivement, il était capable de faire la différence, mais jouer comme ça aussi dur, incroyable. C'est plus qui s'est fait vacciner finalement. Hein. Il voulait pas. Et Et ils ont mis quelque c'est pour ça chose que dans son vaccin, c'est la pour ça que les puce autres 5G. Depuis qu'il s'est pris 45 points par Jimmy Butler à l'entraînement avec sa Rolex, il s'est dit qu'il Il y avait un truc un à niveau régler. supérieur à aller chercher. avec l'équipe C des Wolves, le fameux. C'est ça, exactement. Oui, non, bah, en fait, et puis par rapport à ce que tu disais sur la capacité à scorer des Celtics et sur comment dire, leur marge d'ajustement, je pense que tout en haut du programme de Ime Udoka, il y a les pertes de balles. Parce qu'en fait, ce qui est flagrant, je trouve, entre ces deux équipes, c'est le tarif que tu payes pour un ballon perdu. Quand tu perds un ballon face aux Warriors, l'addition est tellement salée. Je repense à une situation là où c'est Curry qui a la balle. Limite, sur le repli, tu sais même pas ce que tu dois faire, quoi.
Est-ce que tu dois monter sur lui à 12 mètres et laisser le mec qui est déjà sous le cercle en disant mieux vaut qu'on se prenne un 2 points qu'un 3 points dans la tête, mais en même temps, tu ne sais pas s'il n'y a pas Klay Thompson qui est en train d'arriver à pleine vitesse sur le côté. Le jeu rapide, enfin sur transition, c'est un cauchemar complet de devoir hiérarchiser sur qui tu dois défendre en premier face aux Warriors. Et leur jeu, ils se connaissent tellement les yeux fermés, il y a tellement d'expérience là-dessus que finalement, ils font très rarement le mauvais choix dans ce type de situation. Et sur le match 2, les Celtics ont payé super cher toutes leurs balles perdues. Rien que dans le troisième quart-temps, ils en perdent 5 alors qu'ils marquent 4 paniers. Et ces 5 balles perdues, ça mène à 11 points des Warriors. Ah, voilà. Donc c'est quasiment, Ouais. tu vois, c'est automatique, quoi. Ça fait 2 points, une balle perdue, c'est un panier, quoi. Ouais, et Modo, c'est de l'or parce que quand tu sais à quel point la défense de Boston est solide, dès que tu as Ouais. une occasion de courir et de t'offrir des paniers comme ça, des paniers faciles avec tous les guillemets Et tu te qu'on mets en veut, vu rythme. les athlètes que c'est. Ouais. Tu disais, Antoine, pardon. Non, mais pardon, non, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, en plus, tu te mets en rythme. Des points Exactement. faciles, ça te met en confiance. C'est cette petite adrénaline après avoir marqué, même quand c'est un lay-up. Donc, tu es là, voilà, ça aide sur le shoot d'après. Hein. Et c'est pas l'équipe que tu veux mettre en rythme et en confiance, parce que ça donne lieu à des tirs comme le tir absurde de Jordan Poole en fin de carton, là où il a à peine passé la ligne, il s'arrête pour shooter, ça tombe dedans. Bon, là, tu es à domicile, donc c'est encore, tu as tout le monde qui se lève, c'est encore plus impressionnant. Mais imagine ça au TD Garden, imagine le silence de mort qui règne après pendant que tu es là, pendant ton temps mort ou l'entre-carton. Ça aussi, ça pèse. Ça aussi, ça pèse lourd. Clair. Je suis curieux de voir. Je pensais à ça parce qu'on parlait de Jason Tatum tout à l'heure là. À chaque fois sur les séries précédentes, sur les moments où on a eu l'impression qu'il avait un petit creux ou que ça devenait compliqué, il a sorti un match énormissime derrière. Alors du coup, je me demande si il a ça sur les prochains matchs à Boston du coup. Est-ce que parce que je l'ai pas trouvé du tout catastrophique hein, sur les premiers. Moi non plus. L'adresse était un Oui. peu alarmante sur le premier forcément, mais il a compensé ce qu'il n'arrivait pas à faire avant avec du playmaking, des passes, de la défense. Et je me demande si on va avoir le Tatum qu'on a vu contre Miami, capable de jouer avec une adresse complètement irrationnelle, comme on a pu le voir, quelle que soit la qualité de la défense en face. Ça va aussi être une clé, mine de rien, sur au moins un des 2 matchs à domicile. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'il soit la réponse offensive. Là, on se demandait s'ils n'allaient pas avoir quelques problèmes en attaque tout jusqu'à la fin de la série. Je pense que c'est un nouveau challenge pour lui. Il en a eu plein depuis le début des playoffs. Pour montrer que c'était devenu une star ou une superstar. Et ça va être le cas encore là, à mon avis. Il y a un Ouais. truc que j'ai trouvé intéressant sur le match 1. Excuse-moi. Non, vas-y, Antoine, vas-y. Ouais. C'était justement là par rapport à ce que tu disais sur la maladresse. Et ça rejoint ce que tu disais, Théo, sur les Warriors qui ont complètement calé, qui ont juste donné la balle à Curry parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ce qui a été intéressant, c'est que les Celtics, pendant 3 quarts temps, ils ont beaucoup donné la balle à Tatum pour qu'il se mette en rythme. Il a beaucoup forcé, il a beaucoup raté. Et tu sentais que c'était pas. Enfin, forcé, oui, il a forcé des tirs, il a raté. Et il a eu l'intelligence à un moment de se dire je vais vachement faire tourner, vu qu'apparemment il continue de se concentrer sur moi. Et en fait, il y a eu un espèce de switch, quoi. Les Warriors ont commencé à jouer Hero Ball, les Celtics ont commencé à faire tourner la balle. Et d'un coup, ça a donné un 17-0 parce qu'il y avait plein de tirs ouverts. Alors Ford s'est retrouvé avec des décalages de Tatum, des décalages sur Smart. Et voilà, d'un coup, il y avait une équipe qui se mettait à jouer en mouvement au basket. Enfin tu as l'impression qu'ils avaient changé leur jeu. Et boum, ça a créé cet écart. Donc ça, c'était intéressant pour les Celtics. Je pense qu'il faut qu'ils essayent de construire au maximum là-dessus. Maintenant, c'est dur de battre les Warriors à leur propre jeu, je pense. Mais c'est le problème, parce que tu peux te dire, OK, nous, ça a bien marché pour nous. Allez, on va tenter de faire pareil, juste on défend plus dur. Mais ça me semble compliqué. Après, oui, Tatum, il grandit à chaque match et tu sens qu'il peut te lâcher une performance à 45 points à n'importe quel moment. Et juste ce match-là, quand il met les 45, il ne faudra pas le Faut le gâcher. gagner, exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faudra pas le gâcher. Je pense que si tu perds ce match où il met les 45 points, c'est fini. Même psychologiquement, ça va faire mal, en fait. Ça peut être aussi un match où Curry en met 47, quoi. Ouais, c'est ça, un peu comme vous avez fait avec Giannis dans le match 6 de la série contre les Bucks. Mais il ne faudra pas le gâcher. Je pense qu'à un moment, il va planter. Même avec Wiggins sur lui, même si Wiggins défend au top, voilà, Tatum, ça reste une énorme superstar. Il peut aller mettre ses 45 points. Ouais.
Ouais, je pense aussi qu'il a un gros match en stock. Là, dans le match 2, il a mis des tirs de très haut niveau quand même. À nouveau, j'entendais Jeff Van Gundy dire un truc vraiment intéressant où il avait le sentiment que Jason Tatum parfois se compliquait trop la vie en attaque et finalement essayait trop de jouer avec la défense avant d'attaquer en fait. Il disait qu'en gros qu'il préférait le voir jouer sur plus en efficacité sur un, deux dribbles et tirs ou prise de position, etc. Et c'est vrai que là, les tirs que j'ai en mémoire là, dans ce match 2, là, il en met un énorme, enfin très très dur sur Klay Thompson, où simplement il se retourne vers le panier, il voit qu'il a l'avantage de taille, l'avantage physique, et boum, il prend le tir, alors que Klay Thompson est dans ses appuis, mais simplement, son avantage physique fait que Thompson ne peut pas vraiment le gêner particulièrement. Il y a un moment où il fait un post-up magnifique enchaîné avec un fadeaway. Je me suis posé la question en voyant ce tir, je voulais en parler. Ça sera certainement l'occasion de faire un autre podcast rien que là-dessus, mais on s'était posé, souvent on disait que Kobe Bryant était la plus belle copie qu'on ait vue de Michael Jordan. Et là, en voyant ce geste-là, je me suis demandé si Jason Tatum n'était pas la plus belle copie qu'on avait vue de Kobe Bryant. C'était vraiment Ouais, mais il pousse le bouchon loin, par contre, lui. geste pour geste sur le fadeaway de Kobe. Enfin bref. Donc effectivement, oui, je pense il a un gros... il a un gros match en stock, comme tu dis Antoine. Je pense qu'il faudra pas le louper du côté des Celtics. La question, voilà, ça va être vraiment est-ce que Boston repart est-ce qu'ils repartent chez eux en se disant bon bah voilà, on a rempli l'objectif, on a pris un match à Golden State, maintenant on est chez nous, on va assurer l'avantage on va profiter de l'avantage du terrain. Est-ce que c'est finalement ce que disait Draymond Green après le match 1 quand il disait de toute façon ces mecs-là vont pas remettre autant de tirs à 3 points, ça va aller pour nous en mode il y a rien à il y a pas le feu au lac, on va se débrouiller. Je ne sais pas quelle sera l'attitude qui maintenant a le plus de pression. Encore une fois, finalement, les Warriors ont très bien rebondi parce qu'ils ont aussi cette expérience des matchs gagnés, des matchs perdus, des matchs en jeu. Ils savent aussi ce que ça représente pour eux. Comme tu disais, Antoine, j'ai l'impression que les Celtics, en fait, on les voit grandir devant nos yeux, quoi, cette équipe-là, Ouais. depuis qu'ils ont Brown et Tatum. On les voit évoluer d'année en année. Là, on les voit même grandir de série en série, de match en match. Ça va être passionnant le match 3 qui va quand même avoir une importance. C'est un peu cliché de dire ça, hein, le match 3 toujours mais les matchs 3 et Non, mais 5 sont là, toujours des matchs capitaux, mais là, si Boston devait perdre celui-ci, attention à la sortie de route. il y a un ajustement important à faire pour Boston, c'est l'agressivité et l'intensité au retour des vestiaires. Euh, Là, ça fait quand même Notamment deux troisième troisième. carton. Alors, ouais, Ouais, voilà, c'est ça, ouais. dans le troisième quart-temps. C'est-à-dire que bon, voilà, on l'a déjà dit, le game 1, ça relève presque du miraculeux quand même, hein. Franchement, ils prennent une pilule dans le troisième quart, ils en prennent encore une dans le match 2 au même moment. Euh, Savoir que c'est le troisième quart-temps, on l'a vu, depuis 2015, c'est un des points forts des Warriors. C'est une tradition pour eux de faire la différence à ce moment-là. Il faut savoir que Boston, c'est une des pires équipes de la ligue dans le troisième quart-temps. Et j'ai une petite stat. Donc Boston a un différentiel, c'est le deuxième plus mauvais différentiel des playoffs dans le troisième quart-temps. Ils ont un net rating de moins 7,7, si je ne dis pas de bêtises, dans le troisième quart-temps. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu un champion avec un rating négatif dans le troisième quart-temps depuis Miami en 2006. Ça fait 15 ans que tous les champions NBA, c'est des équipes fortes dans le troisième quart-temps. Pas juste moyennes, fortes dans le troisième quart-temps. Et là, Boston, ça part mal, c'est pas juste sur cette série, c'est vraiment un point contre Miami, ils en prennent un 25. Ils ont pris 4, je crois que ça fait déjà 4 cartons, 4 troisième cartons qui perdent de plus de 14 points. Il y a un vrai souci au retour des vestiaires à chaque fois. Et je pense que pareil, là, c'est lié au fait que voilà, faut un moment, il faut un meneur qui est capable de. Bon, je pense que c'est une conscience collective aussi, mais un meneur qui est capable de se dire directement, OK, il faut vraiment que là, on mette du tempo et qu'on rentre directement dedans. Je pense que cet ajustement-là, on en a tellement parlé, enfin, il y a eu tellement de questions et de déclarations sur le sujet après le Game 2 que bon, dans le Game 3, j'imagine qu'ils vont faire gaffe, mais c'est un truc à surveiller pour eux. Ils ne peuvent pas continuellement se manger des 15 points dans le troisième quart-temps et espérer revenir parce que là, du coup, ça renforce encore plus ce sentiment de besoin de mettre des 3 points. Parce que quand tu as 15-17 points de retard, alors oui, tu peux revenir en défendant dur, mais le réflexe que tu as quand l'écart il est élevé, c'est de te dire bon, il faut qu'on shoot à 3. Il faut qu'on shoot à 3, il faut qu'on se mette en rythme, il faut qu'on mette 3-4 paniers à 3 points. Et là, bah, tu mises vachement sur l'adresse de tes Derrick White, de tes Marcus Smart, de tes Horford, de tes Jalen Brown, Tatum, etc. C'est trop risqué, je pense.
Disons que j'ai le sentiment que ce match 1, un des facteurs qui a été en la faveur de Boston, c'est que les Warriors non plus n'ont pas cru que les Celtics allaient revenir, en fait. Et ils ont mis Ouais. plusieurs possessions avant de vraiment réagir, soit en changeant les joueurs, soit en changeant d'attitude sur le terrain. Et que tout le début du retour de Boston, les Warriors, tu sens qu'ils ne se sentent pas inquiétés et qu'au moment où ils s'inquiètent, c'est limite quelque part Trop déjà trop tard. tard. Ouais. Mais du coup, ce coup de semonce du premier match, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième effet de surprise du même genre. Dans Non, la saison, Steve Kerr ne se laissera pas surprendre ou leur laissera pas une telle marge de. Alors, ça ne veut pas dire qu'il trouvera les solutions pour contrecarrer, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais en tout cas, je ne pense pas que les Warriors se laisseront surprendre à ce point-là à nouveau dans la série. non, parce que c'était irrationnel. Enfin, il y avait rarement eu des cartons comme ça, avec autant surtout pour une équipe comme les Warriors, avec autant de points encaissés, aussi peu de réussite. C'est pour ça que je plaide aussi pour la thèse de l'accident. Et les Warriors ont déjà montré par le passé qu'en général, quand ils font des erreurs comme celle-là, derrière, voilà, ils respectent l'adversaire. On l'a vu contre Dallas, on l'a vu depuis le début des playoffs. Là, c'est plus un accident, à mon avis, qu'un truc sur lequel Boston doit vraiment fonder ses espoirs pour la suite. C'est clair. Donc, on est à 2-0, enfin un partout, pardon, après ces deux premiers matchs. Alors, je ne vais pas vous demander un pronostic, mais quelle tendance vous sentez finalement en tout cas pour le Game 3 et pour les deux matchs à venir à Boston? Bon, moi, je vais rester sur ma lignée du début, hein. Alors, pour le coup, je vais continuer de te donner le même pronostic que celui que j'avais fait ces dernières semaines. Je vois toujours 4-1 Golden State. Alors, je ne pensais pas que ce serait le premier game qui perdrait, mais oui, là, je les vois trop concentrés pour la suite et je les vois gagner direct le game 3 cette semaine. Moi, je pense que ça ne va pas se décanter tout de suite. Donc, si je devais faire un pronostic, je dirais que le Game 5, on va arriver à 2-2. Mais que par contre, à partir du Game 5, ça va commencer à shifter. C'est-à-dire que là, euh, je pense que ça va rester sur cette espèce de même tendance où on a le sentiment que les Warriors sont au-dessus, mais ça reste équilibré en termes de score pur. Et voilà, et on attend le moment où vraiment la différence se fait. Je pense que c'est vrai. En plus, j'ai l'impression que Golden State, quelque part, plus va y avoir de l'enjeu, plus cette équipe sera à même de se surpasser. Ça ne veut pas dire que Boston ne sera pas capable de le faire, mais c'est vraiment la première fois qu'elle va se retrouver dans cette situation à ce stade de la compétition. J'ai jamais été moi-même dans cette position, évidemment, hein, je ne suis pas joueur NBA, mais je pense que jouer des finales de conférence, c'est pas pareil que jouer des finales NBA. J'ai l'impression que la pression qui l'accompagne est quand même différente. Et même s'ils ont été plusieurs fois en finale de conférence, voilà, c'est un groupe qui a de l'expérience, j'ai l'impression qu'à partir du match 5, ça va commencer à, vraiment peser dans les têtes. Et c'est là où je vois bien Golden State faire vraiment la différence. S'il y a un game 6, comme tu dis, il ne faudra pas oublier de nommer Foster à l'arbitrage pour que ça. Ouais. Le prolongeur de. Je ne sais plus comment The il l'appelle. Extender, oui, c'est ça. Extender. Extender. C'est important pour le suspense. J'imagine pas la NBS privée d'un game 6 ou 7. L'audience du game 1 était catastrophique, apparemment. Mais c'était pas supérieur au final de l'année dernière? Ah non, c'est sur le 2. Non, Sur le game 2. je crois que c'est le game 1, je crois que c'était les pires depuis 15 ans, hein, pour un game 1. Depuis que Luka Doncic est parti, là, les gens s'intéressent moins au final NBA à la NBA. Les finales Oui. sur le LeBron. Ouais, ben, moi aussi, j'ai l'impression quand même que les prochains matchs vont rester serrés. Là, finalement, j'ai l'impression qu'au petit jeu des ajustements, c'est Steve Kerr du moins qui a montré plus de choses dans ce match 2. Encore une fois, je ne vais pas me dédire, hein. Moi, j'ai trouvé que Ime Udoka avait fait un travail vraiment impressionnant tout au long de la saison. Donc, je serais intéressé de voir ce qui va se passer par la suite. C'est vrai que j'en reviens un petit peu sur ça, quoi. La santé de Robert Williams a beaucoup d'implications en termes de rotation du côté de Boston. J'ai le sentiment, peut-être à tort, mais que les Warriors finalement ont plus de liberté d'action ou plus de flexibilité en termes de rotation avec des joueurs qui sont, à mon sens, peut-être plus sûrs dans le sens où j'ai l'impression que le coaching staff
sait vraiment ce qu'il peut attendre de tel ou tel joueur quand il les met sur le terrain individuellement et collectivement par rapport aux joueurs qu'il y a autour d'eux. J'ai l'impression que du côté de Boston, c'est parfois un petit peu plus flou. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ce match-là, en tout cas, je pense qu'il vaudra vraiment ce pesant de cacahuètes. Pour le coup, j'imagine difficilement un blowout pour le match 3. Je pense que ça sera un match dur qui vaudra le coup d'être regardé. Et en tout cas, ce qui est chouette, c'est que pour l'instant, ces finales sont plutôt sont disputées, sont intéressantes. Il y a plein de détails à regarder au-delà des stars que sont Jason Tatum, Jalen Brown, Stephen Curry ou d'autres. Je trouve ça toujours intéressant de voir que les role-players peuvent avoir un tel impact finalement sur l'issue d'un match, d'une série, d'une finale, parce qu'au bout du compte, c'est toujours le cas. Les role-players ont toujours un rôle primordial, mais cette année, j'ai l'impression que c'est plus flagrant peut-être que parfois. Il n'y a pas eu encore le Knicks Stauskas game, évidemment. Pour confirmer ce que tu viens de dire, voilà, c'est dans les tuyaux. Non, mais c'est Vivek a prévu qu'il y aurait un match. En cas de match 7, il y aura un match 8 qui se jouera directement dans la salle de Sacramento. Voilà, il sera obligatoire de mettre Nick Stauskas sur le terrain. Voilà, il aura même le droit de jouer la carotte et pas revenir en défense. C'est voilà, c'est les théories basket de Vivek Ranadiv sur comment faire évoluer le basket moderne. C'est intéressant. En tout cas, merci les gars pour ce podcast comme d'habitude. Si vous voulez avoir toutes les infos, toutes les analyses en direct, c'est sur basketsession.com. Vous pourrez retrouver la plume de Shai Mamou, Antoine Pimel et toute l'équipe rédactionnelle. Nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Oh. Ciao.